Bien, bonjour. Donc nous allons attaquer le deuxième cours de cette série qui concerne globalement l'auto-immunité, mais aujourd'hui voir un aspect un peu particulier de cet ensemble qui concerne l'implication de l'immunité innée, ce qui est en première approximation de l'inflammation, ce qui est un terme très générique qui définit la survenue de phénomènes qui sont physiologiques dans le cadre de réponses anti-infectieuses, mais pathologiques dans le cadre d'un certain nombre de maladies auto-immunes inflammatoires, et qui sont essentiellement dus à la production de cytokines, donc de protéines excrétées par certaines cellules du système immunitaire, et qui sont liées à ce que l'on appelle l'immunité innée, dont on a déjà parlé. Je vais vous rappeler dans une seconde, une diapositive, de quoi il s'agit très fondamentalement, pour ensuite discuter qu'est-ce que l'on peut dire d'un sujet qui est en fait très difficile, qui est en pleine évolution, et on va rester sur des notions, j'espère, relativement solides, sur l'implication de l'immunité dans les pathologies inflammatoires. Et le séminaire qui sera donné tout à l'heure par mon collègue Yannick Cros concerne un certain type de pathologies qu'il a décrites et qui sont liées à l'interféron, comme vous verrez, dont je vous en parlais un tout petit peu avant, et qui provoquent des pathologies extrêmement sévères et qui permettent de comprendre un certain nombre d'éléments de l'inflammation pathologique. Donc ça, c'est le plan du cours d'aujourd'hui. Je commençais par faire un bref rappel concernant l'immunité innée. Pour les personnes qui arrivent, vous avez des places devant, vous serez mieux assis, à mon avis, que sur les marches, enfin, comme vous voulez, mais c'est une suggestion. Et avant donc d'évoquer ce qu'on appelle les maladies auto-inflammatoires, je vous expliquerai de quoi il s'agit, de maladies de l'interféron, j'ai déjà fait allusion, et aussi, ça c'est une notion importante en relation avec l'ensemble du cours, ce que j'ai déjà dit un tout petit peu il y a 3 semaines, je crois, et puis ce dont on parlera plus abondamment dans les semaines suivantes, c'est la relation entre auto-inflammation et auto-immunité. Donc auto-immunité, c'est la mise en jeu pathologique donc des cellules de l'immunité adaptative, la production d'anticorps ou les réponses de lymphocytes dans les maladies auto-immunes comme le lupus. Je vous parlerai de pathologie inflammatoire de l'intestin, d'un exemple de molécules qui régulent l'inflammation, et puis aussi, pour finir, sur cette partie du cours, comment on peut distinguer la reconnaissance de substances, en l'occurrence les acides nucléiques, qui peuvent être nécessaires, la reconnaissance, pour combattre une infection, les acides nucléiques des virus par exemple, mais en évitant de reconnaître nos propres acides nucléiques. Parce qu'évidemment, si nous déclenchons une réponse immunitaire à partir de nos acides nucléiques, et nous sommes pleins d'acides nucléiques, l'ADN, l'ARN, etc., nous déclenchons une maladie inflammatoire ou auto-immune. Donc on va parler de tout ça. Et si on a le temps, je ne sais pas, on verra bien, j'attaquerai en fait le cours numéro 3. Mon idée d'attaquer le cours numéro 3, si on y arrive, c'est qu'il est extrêmement long, trop long. Donc si vous pouvez en faire un petit morceau aujourd'hui, ça serait pas mal, mais ce n'est pas gagné. On verra bien, on va s'adapter. Donc rappel sur l'immunité innée, ceux qui ont déjà assisté à certains de mes cours ont déjà vu cette diapositive, qui vous représente une cellule de façon très schématique. Évidemment, voilà, une cellule, un noyau. Et en fait, à la surface de ces cellules, à l'intérieur de ces cellules dans le cytoplasme, et au sein de certains compartiments de ces cellules, on appelle des endosomes ici, il y a des molécules qui sont schématisées par ces petits dessins, qui sont des capteurs qui sont capables de reconnaître des molécules essentiellement d'origine étrangère. Par étrangère, je veux dire de micro-organismes ou d'organismes en général qui ne sont pas présents physiologiquement dans notre corps, donc qui reconnaissent des sucres, des acides nucléiques, j'en parlais à l'instant, mais aussi des protéines, des mélanges de sucres et de protéines, etc., de lipides qui sont exprimés par des bactéries, par des champignons, par des virus. Donc c'est une façon de très rapidement reconnaître qu'il y a la présence de micro-organismes au sein ou à proximité de cellules dans notre corps et de déclencher très rapidement une réponse immunitaire qui est une immunité innée, essentiellement sous la forme de cytokines qui sont pro-inflammatoires, donc qui déclenchent l'inflammation, donc c'est en relation avec ce que je vais vous dire. Et il y a plusieurs familles de ces récepteurs, il y en a 4 sur cette diapo, en fait il y en a plus. L'objectif n'est pas de vous les décrire, on en a déjà parlé il y a 2 ans, et on en reparlera sûrement l'année prochaine d'ailleurs sur un autre sujet. Donc il y a des récepteurs, par exemple, qui sont à la surface des cellules et pour certains au sein d'endosomes d'une famille qu'on a abrégée TLR, ça veut dire Toll-like receptor, qui, en fonction des numéros, et je ne vais pas entrer dans les détails, il y a la combinaison, vous voyez, certains d'entre eux sont exprimés sous forme d'hétérodimère ou d'homodimère, d'autres sous forme monomérique, et ils sont exprimés, encore une fois, soit à la surface des cellules, soit dans des endosomes. Ceux qui sont les endosomes, ils reconnaissent des acides nucléiques, donc des virus, schématiquement. Ceux qui sont à la surface, ils reconnaissent
toutes sortes de produits d'origine microbienne. Donc, ils déclenchent une réponse immunitaire éventuellement, s'ils reconnaissent telle ou telle molécule microbienne. Il y a aussi à la surface des cellules les CLR, C-type-like récepteurs, qui sont des récepteurs de type lectine, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent des sucres. Ils reconnaissent surtout des sucres, vous avez 4 membres ici, qui reconnaissent des sucres exprimés dans les champignons. Donc, c'est une façon de détecter la présence de champignons et d'enclencher une réponse immunitaire à l'égard de ces champignons à proximité. Il y a d'autres récepteurs qui sont dans le cytosol, et on va plus particulièrement parler de pathologies liées à ces récepteurs-là aujourd'hui. Les NLR, N ça veut dire node, NOD-like receptors, on va y revenir, qui ont aussi des composants, la partie rouge de la molécule, qui sont des répétitions de fragments de protéines, où il y a plein de leucines, sont capables de reconnaître un certain nombre de molécules chargées de micro-organismes et ils déclenchent aussi des réponses inflammatoires. Donc, toutes sortes de micro-organismes sont susceptibles d'être reconnus dans le cytosol via les NLR, et la famille est très grande. Et les RLR, deux molécules ici, RIG-I et MDA5, reconnaissent des acides nucléiques, on va en parler aussi à travers les pathologies. Il manque des récepteurs ici, ce n'est pas une liste exhaustive, ce n'est pas l'objet du cours. L'objet du cours, c'est de vous dire que donc, ces récepteurs physiologiquement et les voies de signalisation qui transmettent des messages au noyau des cellules est l'essentiel pour induire la transcription de gènes qui codent pour des cytokines et d'autres substances. C'est une fonction très importante de l'immunité anti-infectieuse, mais leur dévoiement, leur fonction par excès, essentiellement, peut être associée à des pathologies inflammatoires. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, si on parle de récepteurs, il faut parler un tout petit peu de signalisation, même si on ne va pas entrer dans les détails. Ici, l'exemple des Toll-like récepteurs. Hein, je voulais revenir en arrière, on va faire comme ça. Donc, c'est encore une fois cette famille de protéines qui est pour beaucoup d'entre elles, les membres de la famille sont à la surface des cellules et certains dans des vacuoles, enfin pas des vacuoles, des compartiments intracellulaires qu'on appelle les endosomes. Une fois qu'ils reconnaissent, par exemple, TLR4, c'est un des membres de la famille, une fois qu'il reconnaît, en l'occurrence, lui, il reconnaît des lipopolysaccharides, essentiellement, l'interaction entre ligand et récepteur induit plusieurs voies intracellulaires de signalisation. On ne va pas entrer dans les détails ici, avec des molécules clés comme la molécule TRAF6 en particulier, et qui, par exemple, une des voies importantes, c'est d'induire l'activation d'un complexe de protéines qui s'appelle NF-κB, qui sont des facteurs de transcription, qui, une fois qu'ils ont été activés par un complexe qui est ici, qui s'appelle IKK, une fois activés avec toute une série d'étapes, vont être capables de franchir la barrière nucléaire, de pénétrer dans le noyau, de se fixer sur des régions promotrices d'une série de gènes, comme c'est indiqué ici, et d'induire donc la transcription, les ARN, donc ensuite les protéines, de molécules inflammatoires, comme l'interleukine 1, on va en reparler, et d'autres, et aussi, via en partie d'autres voies, la production des interférons qui sont impliqués dans l'immunité antivirale. Donc il faut juste savoir qu'il y a une cascade de signalisation assez complexe et qu'on peut envisager qu'il y ait des pathologies acquises ou héréditaires des éléments de cette signalisation qui favorisent un excès de cette signalisation et favorisent l'inflammation pathologique au sens large, même si pour l'instant j'en parle d'une façon un peu floue. La famille des NLR, j'en dis un petit peu plus, elle est assez compliquée, très intéressante, parce qu'on va évoquer là, c'est une situation où il y a des pathologies connues, héréditaires et en partie acquises qui sont liées à ces récepteurs. Les récepteurs, donc, je rappelle, je vais revenir un instant en arrière, ce sont les récepteurs cytosoliques, dans le cytoplasme et hors compartiment à l'intérieur des cellules, de beaucoup de cellules. La famille de protéines est très grande et je ne vais pas entrer dans les détails. Donc la molécule d'intérêt, ici, elle s'appelle NLRP3. Elle a trois domaines, les domaines dits LRR qui sont impliqués dans la reconnaissance éventuellement d'agents microbiens qui apparaissent ici sous le nom de PAMP, peu importe les détails. Une région NART, comme la nuit en allemand, mais en fait c'est un acronyme qui permet à la molécule de se dimériser, en fait, de se polymériser en hexamère, et un domaine terminal de type pyrine qui permet l'interaction avec d'autres molécules dites ASC, et l'ensemble, c'est ça l'élément important, va agir avec une proenzyme qui s'appelle procaspase 1, et donc qui va couper cette procaspase 1, et la caspase 1, une fois activée, elle est ici, cette enzyme, elle va faire le boulot essentiel dans les choses dont on va parler tout à l'heure, c'est le fait qu'elle va cliver un produit non encore fonctionnel d'une cytokine, qui est la pro-interleukine 1,
Et cette pro-interleukine 1, clivée par cette enzyme, va donner l'interleukine 1, bêta exactement, qui est sécrétée et qui a de multiples actions inflammatoires. Donc j'évoque un peu plus cette LRP3, et c'est le mode de fonctionnement de l'ensemble des NLR, parce qu'ils sont associés à une série de pathologies inflammatoires, héréditaires et acquises. Par exemple, une que vous connaissez très très bien, en tous les cas, parce que tout le monde en a entendu parler, en espérant ne pas en être atteint, c'est la goutte. Vous savez que les personnes qui ont un excès d'acide urique ont des douleurs terribles et des pathologies articulaires, parce que l'excès d'acide urique, donc la cristallisation de l'acide urique dans les macrophages, et l'acide urique cristallisé active ce récepteur. Ça a été montré par M. Tchop, qui était un grand scientifique suisse qui est malheureusement décédé. Et l'acide urique, donc, ce qui veut dire que ces systèmes ne reconnaissent pas que des produits microbiens, ils reconnaissent aussi des produits métaboliques de notre métabolisme au sens général, et qui sont ce qu'on appelle sont des signaux de danger, qui ne sont pas forcément, encore une fois, induits par une réponse immunitaire. Donc l'acide urique en excès, les cristaux, activent aussi cette voie enzymatique, et donc la goutte, c'est lié à une production excessive d'interleukine 1 au niveau des articulations, etc. etc. C'est juste un exemple de pathologie qui, en l'occurrence, est inflammatoire, mais pas auto-immune, puisqu'elle est déclenchée par en fait, des excès alimentaires et une accumulation d'acide urique. Mais on va voir que dans d'autres situations, ce système est également atteint. Donc, on va y arriver exactement maintenant. À partir de modèles de maladies rares, qu'on appelle les maladies auto-inflammatoires, il y en a toute une série, et je vais en évoquer un certain nombre, parce qu'elles sont intéressantes comme modèles pour étudier l'inflammation, la régulation de l'inflammation, et donc évidemment la pathologie de l'inflammation. Ce sont des maladies rares qui touchent très peu de monde, où, en raison d'une mutation d'un gène, donc ce sont des maladies héréditaires, monogéniques, telle ou telle voie de signalisation ou de récepteur, parmi ceux que j'ai indiqués ou d'autres dont je n'ai pas encore parlé, est activée de façon pathologique, et donc en permanence, ou de façon plus aisée que physiologiquement, cette voie d'activation se met en jeu et donc entraîne des productions massives de cytokines et donc une pathologie inflammatoire chronique ou à rechute qui peut être absolument terrible, comme vous allez le voir. Ce sont des maladies qui ont été décrites assez récemment, pour l'essentiel, en tous les cas sur le plan moléculaire, dans les 5-10 dernières années, et on sait aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup de maladies de ce type qui existent, qui n'ont pas reçu d'explication moléculaire. Et encore une fois, c'est ça que je voudrais essayer de vous montrer, c'est que leur étude apporte des informations très intéressantes sur la physiologie du système, donc de ces voies d'immunité innée et de leur dérèglement. Donc on va les passer en revue. On va retrouver ici certaines des molécules dont j'ai déjà parlé et d'autres. On va essayer d'avancer progressivement sur cette affaire. Donc le carré bleu ici, c'est une cellule, elle n'est plus ronde, elle est devenue carrée. Ce qui se passe, c'est très souvent, ces molécules sont très souvent mises en jeu dans les cellules leucocytaires, en particulier les monocytes macrophages, les polynucléaires, mais pas exclusivement. Certaines de ces molécules sont présentes, par exemple, on en parlera un peu plus tard, sont issues de l'épithélial de l'intestin. Et donc ce ne sont pas forcément des réponses inflammatoires des cellules auxquelles on pense quand on pense inflammation, c'est-à-dire macrophages polynucléaires, donc c'est des globules blancs, les leucocytes circulants, mais aussi toutes autres cellules de l'organisme. Donc on peut passer en revue une série de ces pathologies à travers les molécules. Donc, ici, vous avez un groupe 1, on va les prendre dans l'ordre, petit a, petit b, petit c, etc. Il y a une maladie qui s'appelle CAPS, vous verrez quelques photos d'images de ce que ça donne chez les malades après, c'est assez impressionnant. Donc on retrouve ici la molécule dont je viens de vous parler, NLRP3, avec ses 3 domaines, LRR, leucine rich repeats, donc qui se fixe, composé de leucine et qui est susceptible de reconnaître certains produits microbiens, c'est sa fonction physiologique, avec l'association d'autres éléments, et je vous rappelle jusqu'à l'acide urique, des séquences de dimérisation et des séquences fonctionnelles d'association avec, je répète, une molécule intermédiaire qui s'appelle ASC, et puis la procaspase, le clivage, la production d'interleukine 1. Donc il existe en fait plusieurs maladies génétiques qui touchent le gène qui code pour NLRP3 et qui fait que cette molécule est activée en permanence. Au lieu de s'activer uniquement lorsqu'elle reconnaît un substrat ou une combinaison de substrats, pour être plus précis, c'est un peu plus compliqué que cela, elle fonctionne en permanence. Cette molécule, on sait qu'elle est physiologiquement repliée, inactive, et donc en raison d'une mutation, la molécule s'ouvre, elle se polymérise en hexamère et elle est en permanence fonctionnelle, donc c'est une usine à produire de l'interleukine 1 en permanence. Donc ce n'est pas une bonne idée, et ceci permet de mettre en exergue le rôle pathologique d'un excès d'interleukine 1, même si on sait que physiologiquement, évidemment, cette protéine est importante dans l'immunité innée anti-infectieuse. Donc l'acronyme de ces maladies, c'est CAPS. Je vous verrai des photos tout à l'heure, mais je vais passer en revue d'autres maladies qui s'en rapprochent. FMF, c'est une maladie dont vous connaissez peut-être le nom en français,
maladie périodique. FMF, ça veut dire la fièvre méditerranéenne, maladie périodique, méditerranéenne parce qu'elle est relativement fréquente dans les populations du bassin méditerranéen. Et c'est le même principe de maladie, sauf que c'est une autre molécule qu'on connaît beaucoup moins bien aujourd'hui, donc on est loin d'avoir complètement compris de quoi il s'agit, mais il y a une molécule qui s'appelle la pyrine, ou elle est appelée aussi marinostrine, peu importe, qui a une structure qui n'est pas exactement identique à la précédente, même si c'est la même famille de molécules et c'est le même principe, parce qu'in fine, même si probablement elle joue plutôt un rôle de régulateur et que c'est la perte de fonction qui donne la même chose, mais la conséquence des mutations de la pyrine, là c'est en général la mutation sur les deux allèles, donc c'est une maladie dite récessive, a pour conséquence la même chose, une production excessive, un clivage excessif de l'enzyme qui s'appelle caspase 1, qui elle-même donc clive de façon excessive le précurseur de l'interleukine 1 à l'interleukine 1. Donc ça ne se passe pas exactement dans les mêmes cellules, la clinique n'est pas la même, le principe est le même. À nouveau, une autre pathologie qui concerne un autre membre de la même famille, NLRC4, à peu près la même organisation structurale de la protéine par rapport à NLRP3, avec l'eucine rich repeats, NART et les séquences d'interaction d'autres molécules. Et à nouveau, ces mutations provoquent un excès d'activation de caspase 1 et un excès de production d'interleukine 1. Donc on a une série de pathologies, en fait il y en a encore d'autres, qui touchent notamment les récepteurs de la famille NLR, qui fonctionnent de façon systématique, sans régulation, avec un petit peu d'approximation, et de façon absolument excessive, et qui crée une pathologie qu'on pourrait appeler une IL1-pathie, qui est complètement liée à l'excès de production d'IL1. La même chose est provoquée par un déficit d'une molécule qui régule ce système. Donc le système, il existe des régulations physiologiques, qui est le fait, mais en aval. Donc imaginez, l'interleukine 1 est produit essentiellement par les cellules de la lignée monocytes-macrophages. Et cette interleukine 1, pour agir sur les cellules, elle se fixe sur un récepteur de l'interleukine 1. Et ce récepteur, il a un antagoniste qui s'appelle l'IL1RA, IL1 récepteur antagoniste, en fait, qui est en compétition avec l'interleukine 1. Donc c'est une façon d'équilibrer l'action de l'interleukine 1, d'en limiter les conséquences pro-inflammatoires. C'est que nous produisons physiologiquement cet antagoniste, et la balance entre l'IL1 et le récepteur permet normalement de contrôler l'état de l'inflammation. Donc il y a des patients qui ont la malchance, une maladie extrêmement rare, mais donc très instructive, d'avoir des mutations du gène qui codent pour l'antagoniste de l'interleukine 1, donc des récepteurs de l'interleukine 1. Et de ce fait, le leurre qui se fixe sur l'interleukine 1 et en neutralise donc la fonction a disparu. Donc toute l'interleukine 1 présente va être capable de se fixer sur son récepteur et de déclencher une inflammation. Donc c'est la conséquence. Et la cause n'est pas la même, mais la conséquence de ce qui se passe en petit g rejoint ce qu'on a vu ici en petit a, petit b et petit c, c'est qu'un excès d'action de l'interleukine 1 libéré par les cellules inflammatoires. Et il y a encore d'autres pathologies, on parlera tout à l'heure de celle-là qui est un peu particulière, qui aussi provoquent ces excès de production d'interleukine 1. Donc sur le plan des conséquences cliniques, voilà pour certaines des manifestations qui sont assez sensibles. Vous avez ici la peau, le système nerveux central, le muscle et les os et d'autres organes. Donc ce sont des pathologies polyorganes qui peuvent donner des éruptions, c'est le moindre mal, ou des lésions de type érysipèle dans ces pathologies, en particulier qu'on peut le voir dans le syndrome dit CAPS, c'était les mutations d'ANLRP3. Il peut y avoir une hydrocéphalie, c'est ce qu'on voit ici. Il peut y avoir une atteinte de la rétine avec un œdème papillaire lié à l'inflammation locale. Il y a ici un renforcement des structures qui montre qu'il y a une inflammation de régions méningées et autour du cortex cérébral. Au niveau osseux, dans toujours cette maladie qui s'appelle CAPS, qui sont les mutations de NLRP3, il peut y avoir des déformations du cartilage, parce qu'en fait, l'inflammation touche aussi directement les cellules du cartilage. Le même phénomène se passe au niveau des chondrocytes, c'est-à-dire les cellules qui produisent le cartilage, et la conséquence, c'est un excès de production de cartilage de façon un tout petit peu schématique. Il y a dans une autre maladie, ici, ça c'est celle où il y a où il y a le défaut de l'IL1 récepteur antagoniste, il y a des anomalies d'ossification qu'on retrouve ici sous une autre forme dans la maladie CAPS, ici au niveau des colonnes vertébrales. Vous voyez, ça peut provoquer des déformations extrêmement sévères. Ici, ça c'est la maladie périodique, cette maladie relativement fréquente par rapport aux autres, toute proportion gardée, qui donne des crises de fièvre. Toutes ces maladies provoquent de la fièvre, qui est le premier symptôme
inflammatoires liés à la production d'interleukines 1 et d'autres cytokines, et donne par exemple un épanchement pleural, que vous voyez ici, c'est une radiographie du thorax, peut donner aussi des expressions oculaires, ou aussi le renforcement, ici c'est au niveau de la cochlée, une inflammation de la cochlée, donc au niveau de l'oreille interne. Donc les atteintes sont multiples, sévères, récidivantes, et ce sont des patients qui sont gravement handicapés. Au passage, ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui, mais j'en dis un mot parce que c'est quand même une information intéressante sur le plan médical. C'est que depuis que les quelques années où nous savons que toutes ces pathologies sont inhérentes à une production ou à une action excessive d'interleukine 1, on a une thérapeutique logique qui est de neutraliser l'interleukine 1. Et on peut, en agissant avec des anticorps ou des substances qui neutralisent l'interleukine 1, soulager beaucoup ces patients, ce qui par ailleurs, au passage, démontre, si on est raisonné sur le plan scientifique, de façon absolument rigoureuse, le fait que l'interleukine 1 est responsable de l'essentiel de ces pathologies. Autre maladie dans cet ensemble, je vais vous dire un mot un peu particulier pour vous montrer que la régulation de l'inflammation amène parfois à considérer le rôle de molécules relativement inattendues, en l'occurrence des lipides, en partant à nouveau d'une pathologie héréditaire comme élément illustrant, dont l'acronyme est en anglais HIDS, qui veut dire syndrome hyper-IgD. IgD, c'est une forme d'immunoglobuline, des immunoglobulines grand D. En fait, c'est un aspect anecdotique de la maladie. Il se trouve que ces malades ont parfois, pas toujours, un excès de cette immunoglobuline dans leur sérum, mais en fait, ça n'est pas un élément important de la maladie. Ça peut éventuellement aider à les reconnaître. Mais ce sont aussi des patients qui ont des fièvres récurrentes, des pathologies inflammatoires très, très sévères. Et cette maladie, elle est due à une anomalie du métabolisme d'une enzyme qui s'appelle la mévalonate kinase, MVK en abrégé, qui est impliquée dans la synthèse du cholestérol. Donc on a une espèce d'énigme tout à fait étonnante, où des patients qui souffrent d'un défaut partiel, plus ou moins sévère, de synthèse de cholestérol, sont atteints d'une maladie auto-inflammatoire, avec des fièvres récurrentes, des épisodes douloureux terribles. Ils ont aussi, par exemple, une augmentation de volume de leur rate, et d'autres symptômes, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc c'est une maladie héréditaire rare. Et comment essayer de comprendre comment peut-on relier le métabolisme du cholestérol avec l'inflammation? A priori, c'est une question qu'on n'imagine pas avec une réponse aisée. En fait, probablement maintenant, depuis très peu de temps, on comprend le mécanisme, et même s'il est un peu particulier, j'ai souhaité vous en dire un mot, juste pour illustrer le fait que l'inflammation n'est pas strictement le produit des protéines de l'immunité, en l'occurrence de l'immunité innée, mais interfère avec un certain nombre de notions du métabolisme, en l'occurrence le métabolisme des lipides et du cholestérol, et que ceci peut nous amener à réfléchir à d'autres considérations dont je ne parlerai pas aujourd'hui, qui est par exemple le rôle de l'inflammation dans l'athérosclérose. On sait que les plaques d'athérome sont associées à des réactions inflammatoires sévères, et c'est en soi un sujet qui pourrait mériter un cours, peut-être un jour on fera ça, et qui relie métabolisme des graisses et immunité. Donc en l'occurrence, ça passe en partie par l'interféron, en partie par l'interleukine 1. Il y a des travaux très récents, je vais vous illustrer dans la diapo qui suit, qui relient le métabolisme du cholestérol, qui se passe par là. Je vous épargne la voie biochimique avec toutes les étapes, mais une des enzymes, donc c'est cette fameuse mévalonate kinase, qui dans une maladie rare, je me répète, est déficiente. Donc en haut de ce petit schéma est situé, avec les deux bâtonnets bleus, si je puis dire, le récepteur d'interféron. Voilà, ça commence à parler d'interféron, on va beaucoup parler d'interféron aujourd'hui, et dans le séminaire de Yannick Cros encore plus. L'interféron, le récepteur A de l'interféron, reconnaît l'interféron bêta, qui est marqué par ces petites croix violettes, et parmi les nombreuses actions d'interféron, qui induit la production d'un très grand nombre de protéines, il interfère aussi avec le métabolisme de cholestérol. Et en fait, il contrôle négativement le métabolisme du cholestérol, il fait diminuer la quantité de cholestérol, et des chercheurs, dans une étude extrêmement récente, qui a été publiée l'année dernière, ont montré que ceci avait une implication sur d'autres voies de reconnaissance de récepteurs d'immunité innée qui sont physiologiquement impliqués dans l'immunité anti-infectieuse, mais ici c'est une régulation donc indépendamment d'une infection pour l'instant, et qui vont entraîner l'activation de cette voie qui normalement est impliquée dans la reconnaissance des acides nucléiques ADN. Je pense que Yannick Cros en parlera tout à l'heure. Oui. Et qui a pour conséquence d'en créer une boucle d'auto-amplification à travers des substances intermédiaires comme la substance qui s'appelle IRF3, et qui va augmenter la production d'interférons. Et donc la boucle
en l'absence d'autres éléments de régulation, va s'activer. Donc autrement dit, c'est une voie d'amplification entre l'interféron et une autre molécule de signalisation de la présence de virus d'une unité innée. Mais cette voie, elle peut être pathologiquement induite donc par le déficit en mévalonate kinase. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, même si là, les données sont des données surtout expérimentales, donc, en fait, qui définit une espèce de un code de lipides lié au cholestérol qui est impliqué dans la régulation de l'inflammation. Qu'est-ce qu'on voit ici? On va y aller doucement sur ces résultats expérimentaux. À gauche, la partie gauche vous donne les résultats, ce sont des expériences faites in vitro, ou chez la souris, où on mesure la production des ARN messagers pour toute une série de substances qui sont induites par la production d'interférons. Donc l'interféron agit indirectement via des éléments intermédiaires sur toute une série de gènes, des centaines de gènes, et dont l'expression est induite. Vous voyez, MX1, CCL2, je ne vais pas entrer dans les détails, et vous voyez, il y a à l'état basal un certain niveau de production, mais relativement faible. Si maintenant vous analysez ce qui se passe dans une souris qui est déficiente pour l'enzyme mévalonate kinase, dont je viens de vous parler, je vous rappelle que c'est une étape clé du métabolisme de cholestérol et qu'elle est déficiente dans une pathologie rare inflammatoire chez l'homme, vous voyez que la production des ARN messagers correspondant à ces substances inflammatoires, secondaires à la présence d'interférons, MX1, CCL2, qui est une chémokine, donc qui attire des cellules du système immunitaire, IRF7, c'est un élément intermédiaire de la signalisation, est considérablement augmentée. Là, c'est une autre façon de mesurer la même chose en présence de substances qui activent la production d'interférons. Vous voyez, s'il y a un déficit en mévalonate kinase, MKD, mévalonate kinase déficient, D pour déficient, la production de ces substances est augmentée. Donc ça, c'est un modèle murin de la maladie humaine, mais on peut inférer qu'il en est de même chez l'homme, où on retrouve l'expression en excès de ces substances. Ici, les choses sont montrées d'une façon un peu différente. Il existe une substance qui s'appelle SREBP2, pardon pour ces noms compliqués, qui régule, je ne sais pas du tout mon domaine, c'est le métabolisme des stérols, du cholestérol, qui régule la production du cholestérol. J'espère que personne ne va me poser la question du mécanisme, parce qu'il est connu, mais pas de moi. Mais ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est que SREBP2, il y a aussi une molécule numéro 1, augmente la production de cholestérol. Pour mon message, c'est ça qui compte. Donc ici, ce sont des expériences qui sont faites où on inhibe avec ce qu'on appelle des small hairpin ARN. Donc on amène une molécule qui se fixe sur l'ARN du SREBP2 et le neutralise, le fait se dégrader. Donc du coup, ça diminue dans la cellule, dans l'expérience qui est faite ici, ça diminue le niveau d'expression de cette molécule SREBP2. Et donc on va regarder à nouveau la production de substances pro-inflammatoires liées à l'interféron dans des circonstances où la molécule SREBP2 est normalement exprimée ou est éteinte. Okay. Et on ajoute ou pas du cholestérol. Alors, à l'état basal, ici, on ne voit rien de particulier, mais donc, dans une circonstance où on inhibe la synthèse du cholestérol, donc il y a une baisse du cholestérol dans la cellule, l'inflammation monte. Si on rajoute du cholestérol, plus, ça veut dire qu'on a rajouté du cholestérol, okay, on bloque l'inflammation. Donc ceci montre expérimentalement que le cholestérol, dans ce contexte, a un effet anti-inflammatoire et que ceci est relié avec le mévalonate kinase. Même chose pour une autre protéine, 3 protéines différentes ici. À l'inverse, si on regarde le reflet inverse en miroir de cette affaire, c'est l'immunité anti-infectieuse, qui n'est pas l'objet du cours de cette année, mais qui est évidemment impliquée. Et là, ça marche avec une autre molécule, mais ça revient au même, qui s'appelle SCAP. C'est que si on inhibe cette affaire, lorsqu'on augmente l'inflammation, on a un effet bénéfique dans le contrôle d'un virus. Ici, c'est un virus qui s'appelle MHV. Donc, excusez-moi. C'est un virus qui donne des hépatites mortelles chez la souris. Eh bien, la production, ici, on mesure la réplication du virus. Donc, dans un contexte où la production du cholestérol est efficace et donc l'inflammation est limitée, que je ne me trompe pas, on contrôle, enfin, plus, je suis en train de m'emmêler dans le raisonnement, en gros, plus il y a de produits liés à l'interféron qui sont produits, mieux est contrôlé le virus. Donc le revers de la médaille, c'est que si ceci est excessif, naturellement, on entre dans l'inflammation avec un excès de ces produits, et c'est ce qui se passe chez les patients, encore une fois, qui ont un déficit en mévalonate kinase, ou donc le déficit en cette protéine, qui passe par un déficit de synthèse de cholestérol, évidemment qui sont des déficits partiels. La vie n'existe pas sans cholestérol, qui est un constituant des membranes des cellules, par exemple,
Mais le déficit en mévalonate kinase induit la production de cytokines, de produits pro-inflammatoires, qui provoquent donc de façon spontanée et très facilement une auto-inflammation. Donc c'est une façon, à travers cet exemple, de vous montrer qu'il y a des relations, et je pense qu'on est loin de tout comprendre dans cette affaire, entre inflammation et le métabolisme en général. Ici, métabolisme des lipides, métabolisme du cholestérol. Je continue mon parcours de ces maladies monogéniques rares qui nous apportent des informations sur le contrôle de l'inflammation. Ce sont des diapositives extraites d'une revue. S'il y a des gens qui sont passionnés par ce sujet, je vous suggère la lecture de cette revue, Annual Review of Immunology, qui fait très bien le point sur ces pathologies et qui est à peu près d'actualité parce qu'elle date seulement d'il y a quelques mois. À nouveau, la molécule NOT2 fait partie de cette même famille des NLR, donc de récepteurs cytosoliques qui reconnaissent des produits microbiens physiologiquement, mais il existe des pathologies donc, où le gène qui code pour cette molécule qui s'appelle NOT2 est muté de telle façon que la molécule est hyperactive. Elle est spontanément active. Ce n'est pas une perte de fonction, comme la plupart des mutations provoquent dans les maladies génétiques, mais un gain de fonction. Donc de façon permanente, cette molécule est active. Simplement, ici, la signalisation qui est en aval, ce n'est pas de produire pour l'essentiel un excès d'interleukine 1, même si c'est impliqué aussi, mais d'activer par la voie NF-κB, dont je vous ai déjà dit un mot tout à l'heure, un excès donc de ce facteur de transcription est retrouvé dans le noyau des cellules, ça c'est censé vous représenter le noyau de la cellule, et d'activer un certain nombre de protéines, l'interleukine 1, mais d'autres. Donc c'est un autre type de pathologie. Et ce syndrome, la maladie s'appelle le syndrome de Blow, qui donne aussi des éléments de fièvre et d'atteinte rhumatismale extrêmement sévères chez ces patients. Ce sont des pathologies extrêmement rares. Là, il y a un autre exemple avec encore un autre type de molécule, et je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais vous voyez que ça, c'est intéressant simplement parce que cette maladie, la petit b, CAMPS, c'est un nom, des acronymes qui ne sont pas extrêmement aisés à retenir, mais cette pathologie concerne le cellules de la peau, les kératinocytes. Le message, il est là. Je l'ai déjà évoqué, mais cela l'illustre de façon plus précise. C'est que les pathologies auto-inflammatoires ne concernent pas que les cellules du système immunitaire. Les maladies dont j'ai parlé jusqu'à présent, y compris le syndrome de Blow, touchent essentiellement les polynucléaires et les macrophages. Mais cette pathologie-là, elle concerne les kératinocytes. Et la conséquence de l'hyperinflammation, cette voie métabolique qui comporte des éléments de signalisation intermédiaire, qui à nouveau provoquent une production excessive de NF-κB, ça donne une forme particulière de psoriasis. C'est-à-dire que les cellules kératinocytaires se mettent à proliférer de façon excessive, la couche cornée s'épaissit, s'associe à d'autres éléments d'inflammation. Donc c'est une maladie auto-inflammatoire de la peau qui donne un modèle de psoriasis. Ça ne veut pas dire que tous les psoriasis, qui sont, comme vous le savez, une maladie relativement fréquente parmi les maladies auto-immunes, sont liées à ce mécanisme, mais cela nous apprend que parmi d'autres mécanismes possibles, qui pour certains sont strictement auto-immuns liés à la production d'auto-anticorps ou de substances spécifiques d'antigènes, une inflammation chronique permanente de cellules de la peau peut suffire à provoquer ce type de pathologie. Donc c'est une information qui montre la diversité des mécanismes possibles des phénomènes inflammatoires pathologiques, même si cette situation-là est exceptionnelle. Ce sont des maladies tout à fait exceptionnelles, mais c'est un modèle intéressant pour aussi comprendre un des mécanismes possibles qui induit les pathologies de type psoriasis. Autre élément, autre pathologie, ça va nous emmener plus cette fois-ci vers l'interféron dont on a déjà parlé tout à l'heure. Donc je vous ai dit qu'il y avait une autre famille de récepteurs, je vous ai montré ça au tout début, qui sont exprimés au niveau du cytosol, comme les NLR. Et il y a deux membres essentiellement de cette famille, la molécule RIG-I et MDA5, qui sont à l'état basal dans un état inactif et dont le job, si je puis dire, c'est de reconnaître des ARN, donc des acides nucléiques. Mais vous allez voir qu'ils ne reconnaissent pas n'importe quel ARN. Celui-ci, il reconnaît des ARN, on verra ça à la fin, c'est une notion assez intéressante dans la discrimination soi-non-soi, des ARN qui sont sur la partie 5', donc la partie initiale de l'ARN, ont 3 molécules de phosphate, 3 radicaux phosphate, ou 2. Ça, c'est marqué 3 ici, mais ça peut être 2. Donc seuls des ARN avec la particularité d'avoir en 5' des 2 ou 3 radicaux phosphate sont reconnus par ce récepteur. Et à travers une série d'éléments intermédiaires, la conséquence finale, la signalisation en aval, ça va être une production massive d'interférons de type 1. Donc c'est une façon naturellement d'induire une immunité contre des virus, puisque, on va le revoir tout à l'heure, il y a des virus qui ont ces particularités chimiques, d'avoir des
des radicaux phosphates à l'extrémité de leur ARN, et donc qui déclenchent cette réaction. Dans le cas présent ici, cette molécule MDA5 reconnaît des ARN double brin, en anglais DS double stranded RNA, des longs ARN, qui correspondent à certains ARN viraux. Et à nouveau, ces molécules vont se polymériser éventuellement à la surface des mitochondries, et avec d'autres phénomènes dont je vous passe les détails, induire en aval, même conséquence, la production d'interférons. Donc ce sont deux façons différentes de reconnaître, sur le plan de l'immunité anti-infectieuse, la sélection dans l'évolution les a privilégiés pour cela, de reconnaître éventuellement la présence d'ARN d'origine virale dans le cytosol, et donc de déclencher une réponse immunitaire protectrice contre des virus. Mais là, je vous parle de cela aujourd'hui parce qu'il existe des pathologies inflammatoires, et non plus donc une réponse appropriée anti-infectieuse, mais une pathologie inflammatoire qui est liée à un fonctionnement excessif de ces systèmes. Et je vais vous le montrer premièrement avec cette pathologie qui est très particulière, qui a été décrite récemment, d'une molécule qui s'appelle ADAR1. Donc il y a une pathologie extrêmement rare chez l'homme où cette protéine s'appelle ADAR1, je vais vous en parler dans une seconde et vous expliquer ce qu'elle fait, est déficiente. Et les patients qui ont ce déficit en ADAR1, ont une maladie inflammatoire extrêmement sévère liée à une production massive d'interférons, avec des conséquences qu'on va revoir tout à l'heure à propos d'autres pathologies. Il se trouve qu'on sait depuis très peu de temps, et à nouveau ce sont des travaux qui datent de cette dernière année, que cette molécule ADAR1, à côté d'autres fonctions dont je ne vous parlerai pas ici, est une molécule qui régule, c'est un peu le même principe que ce que je vous ai raconté tout à l'heure à propos de l'IL1 récepteur antagoniste, mais là ce n'est pas une régulation de l'interaction entre l'IL1 et son récepteur, c'est une régulation de l'activation d'un des deux récepteurs dont je viens de vous parler, MDA5, qui reconnaît des ARN double brin. Donc c'est une molécule qui tempère, qui évite que la réaction devienne excessive et pathologique. Donc physiologiquement, nous avons un système qui contrôle le niveau de production d'interférons secondaires à l'interaction entre l'ARN double brin, viral, physiologiquement si on peut dire, dans un contexte infectieux, et son récepteur MDA5, sachant que cette molécule, on en a besoin pour l'expérience tout à l'heure, sachez que MDA5 passe dans son schéma d'activation vers la production d'interférons de type 1, qui est le message final, à travers l'interaction avec une molécule qui s'appelle MAVS. Donc, je vous raconte ceci, fondé sur des données expérimentales qui sont illustrées ici, chez la souris, modèles expérimentaux, donc qui d'une certaine façon reproduisent ce qui se passe dans cette maladie très très rare chez l'homme. Ou qu'est-ce qu'on regarde ici? C'est à nouveau la production d'une série d'ARN messagers qui sont secondaires à la production d'interférons. C'est-à-dire quand l'interféron de type 1 est produit, secondairement, je me répète, mais je pourrais essayer d'être le plus clair possible, cela induit l'expression de toute une série de centaines de protéines, parmi elles CXCL10, c'est lié à des phénomènes d'attraction de leucocytes, ISG15 qui joue un rôle assez important, IFIT1, IFIT2, je ne sais pas à quoi elles servent, excusez-moi, j'ai perdu mon affaire là, non, je vais en arrière. Voilà, RSA2, MX1. Donc vous voyez, les colonnes expriment en échelle logarithmique l'expression relative des ARN messagers correspondants. Donc dans une souris sauvage, ici, elle exprime un certain niveau, 1. Une souris qui n'exprime pas cette molécule ADAR1, vous voyez que la production de CXCL10 est multipliée par 1000. C'est absolument considérable. Et c'est la même chose pour ISG15, etc., etc., etc. Si on essaie de savoir comment ça fonctionne, cette hyperproduction est un facteur 1000, c'est considérable en biologie. Donc vous pouvez imaginer ce qui se passe chez les patients qui ont ce déficit. Si on neutralise le récepteur qui s'appelle TMEM173, désolé de la terminologie, qui est impliqué dans la reconnaissance des ADN, non pas des ARN, vous voyez qu'on ne change rien. C'est-à-dire que la colonne bleue est équivalente schématiquement à la colonne grise, idem ici, c'est même un peu plus élevé d'ailleurs. Et par contre, si la souris, on inactive non seulement ce qu'on a fait dans la première expérience ADAR ou ADAR1, mais on inactive aussi le gène qui code pour MAVS, donc cette souris est doublement déficiente, elle n'a pas d'ADAR1, elle n'a pas d'MAVS. Et vous voyez, ce sont les colonnes rouges, que les colonnes rouges sont revenues au niveau des colonnes blanches. Donc ceci démontre que la régulation de cette signalisation de reconnaissance physiologiquement, l'ARN double brin par MDA5, qui est régulée par ADAR1, cette voie passe par MAVS. Donc c'est cette voie qui est bien sous ce contrôle.
Donc physiologiquement, cette voie existe, permet l'immunité antivirale, est contrôlée pour éviter qu'elle soit excessive. Et donc cette molécule régulatrice, c'est démontré par la maladie et par ce modèle murin qui a été fait ensuite, joue un rôle essentiel dans l'homéostasie du système, et vous montre que les choses sont très finement régulées. Donc la conclusion, très claire, c'est que, je crois, j'espère, le déficit en ADA1 provoque une maladie auto-inflammatoire. Donc ces patients ont en permanence des poussées d'inflammation liées à cette production inhérente à cette production massive d'interférons de type 1 et toute une série de conséquences, on va revenir. Maladie qui est sévère, donc par défaut de contrôle de capteurs cytosoliques, MDA5, de la présence d'ARN. Donc là, il est possible dans ce contexte-là, mais ce n'est pas complètement clair, que les poussées de la maladie soient déclenchées par la reconnaissance d'un virus. Donc c'est sûr, en tous les cas, intuitivement, on peut imaginer que s'il y a des ARN double brin dans le cytosol de la cellule de ces patients, l'activation va se faire de façon aussi massive et faire que ce n'est pas forcément une production constitutive d'interférons, mais que ceci est favorisé par l'interaction virale. Donc l'infection déclenche l'inflammation. Donc voilà un modèle de contrôle connu. Il y en a sûrement un certain nombre d'autres qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Les maladies de l'interféron, je vais vous en parler un peu, et ça sera discuté plus en détail ensuite par Yannick Cros, qui est le spécialiste mondial de ces pathologies. C'est lui qui les a décrites, tout simplement. Je reprends ce petit schéma, cette diapo que je vous ai déjà montré la semaine dernière, pas la semaine dernière, il y a 3 semaines, et que je vous montrerai encore un certain nombre de fois dans les cours à venir, puisque je m'aide, vous l'avez déjà entendu, à chaque fois que possible, de modèles génétiques humains pour essayer d'apprécier l'existence de telle ou telle voie impliquée dans le contrôle physiologiquement de l'auto-immunité ou de l'inflammation, et donc impliquée en pathologie dans telle ou telle de ces maladies. Donc là, on a parlé la dernière fois, c'était le séminaire de Frédéric Rioloca, de l'apoptose lymphocytaire, et il vous a montré qu'un défaut, d'un certain type de défaut génétique faisait qu'il y avait un défaut de mort des lymphocytes auto-immuns et que ceci était associé à l'auto-immunité. Donc ce n'est évidemment pas le sujet du jour. Le sujet du jour va être brièvement pour l'instant et plus en détail dans le séminaire, la situation où les maladies inflammatoires, auto-inflammatoires et auto-immunes sont provoquées par une production excessive d'interférons de type 1, ce qui est déjà le cas de la maladie dont je viens de vous parler, ADAR1, et de toute une série d'autres. Et je vous rappelle au passage, donc, par définition, tous ces mécanismes, celui en noir et les 4 en gris clair, sont non redondants. Il suffit qu'un seul soit déficient pour qu'une pathologie auto-immune ou anti-inflammatoire soit déclenchée, ce qui n'est pas forcément le cas en termes d'immunité anti-infectieuse, où il existe une certaine redondance. Mais c'est un autre sujet dont on parlera une autre fois. Donc, reprenons les petits schémas issus de la même revue dont j'ai déjà extrait quelques figures tout à l'heure. Voici une série de maladies, on va les reprendre d'une autre façon, qui ont en commun le fait que maladies génétiques rares, toujours le même principe de départ en termes d'observation médicale, qui provoquent un défaut soit du catabolisme des acides nucléiques, la façon dont on dégrade les acides nucléiques qu'on produit en permanence, parce que imaginez à chaque cellule la quantité d'ADN qu'il y a, quand une cellule meurt, ça libère une quantité énorme d'ADN, mais aussi de toutes sortes d'ARN, les ARN messagers, les ARN ribosomaux, les ARN de transfert, etc., etc. Donc il existe des systèmes de catabolisme qu'on verra sur les diapos suivantes. Il y en a des enzymes qui s'appellent TREX, ou c'est des enzymes qui dégradent les ARN ici. Donc à chaque fois qu'une de ces molécules est mutée, par exemple celles qui sont en bleu là, petit d, AGS1A6, il va y avoir accumulation d'acide nucléique dans la cellule, qui va être reconnue par les récepteurs cytosoliques des ARN ou des ADN et déclencher une production d'interférons excessive. Et c'est le cas de défaut, donc de dégradation en raison de telle ou telle anomalie enzymatique ou moléculaire. Et c'est le cas aussi si des récepteurs directement impliqués dans la reconnaissance des acides nucléiques, MDA5, on en a déjà parlé tout à l'heure, ou RIC1, s'ils sont eux-mêmes mutés, qui fonctionnent de façon constitutive. Donc ils se trompent, entre guillemets, ils font comme s'ils reconnaissaient des acides nucléiques en permanence. Ou celui-là, à travers une molécule qui s'appelle des petits dinucléotides SIGAS, qui sont les ligands de l'ADN, cette fois-ci, non plus de l'ARN, dans le cytosol, qui se fixent ensuite, qui entraîne une réaction chimique et la dimérisation des dinucléotides cycliques, reconnue par une molécule qui s'appelle STING, et à nouveau, embranchement biologique et production d'interférons. Donc, cette molécule-là, STING, ça donne la maladie SAVI. AGS7, je vais vous dire dans une seconde ce que veut dire AGS, lié à des mutations de MDA5 et les mutations de toutes ces molécules
ont en commun, par des mécanismes différents, d'aboutir à une production excessive d'interférons. Il en est de même de ces maladies dont la physiopathologie est un peu plus compliquée, les maladies dites de Kendall. Donc ça fait, je ne sais plus combien, une quinzaine de maladies, très rares, relativement rares, héréditaires, auto-inflammatoires, toutes associées à une production excessive d'interférons de type 1. AGS, je ne vous ai pas introduit AGS, j'aurais dû le faire déjà. AGS, c'est l'abréviation de syndrome d'Aicardi-Gouttière. Aicardi-Gouttière étaient deux pédiatres qui travaillaient à l'hôpital où je suis, l'hôpital Necker, et qui ont décrit des maladies très sévères du système nerveux de jeunes enfants, qui sont en fait, ce que Yannick Roux a montré, des conséquences de ces productions excessives d'interférons de type 1, éventuellement en période néonatale, en raison de mutations de tel ou tel des gènes qui codent pour ces protéines. Donc, ce qui fait que l'expression de cette maladie, ou syndrome plutôt d'Aicardi-Gouttière, peut être prénatale, et puis ensuite il y a toute une série de formes, je ne vais pas entrer dans les détails ici, et Yannick en parlera peut-être tout à l'heure, de pathologies plutôt un peu moins sévères lorsqu'on avance en âge. Mais il y a un point qui est intéressant que je vais essayer de discuter dans un instant, c'est qu'à côté d'une pathologie inflammatoire directe avec des lésions du cerveau, il y a un lien avec le lupus. SLE, c'est lupus en anglais, les lupus érythémateux. Donc lupus érythémateux, on en a déjà parlé il y a 3 semaines. Je pense que je vous en reparlerai dans les cours qui viennent, parce que c'est une des maladies auto-immunes emblématiques. Mais le lupus érythémateux, c'est une pathologie, en principe, qui n'est pas inflammatoire, au sens immédiat du mot, mais une pathologie qui est liée à la présence d'auto-anticorps. Donc il met en jeu les lymphocytes B et indirectement les lymphocytes T, qui sont des auto-anticorps qui reconnaissent l'ADN. Okay, donc accumulation d'anticorps anti-ADN, formation d'hymnes complexes avec toute une série de lésions secondaires dans l'organisme. Et là, on voit apparaître, curieusement, dans une situation où il y a un excès de production d'interférons de type 1, le lupus. Donc tout à l'heure, on va essayer de discuter quel est le lien entre excès de production d'interférons de type 1 et maladie lupique. On a quelques idées, mais les choses ne sont pas complètement claires. Donc voilà une illustration clinique à nouveau de ce dont on parle. Malheureusement, ce sont des maladies extrêmement sévères. Certaines donc provoquent des lésions cérébrales tellement sévères que les enfants sont gravement handicapés dès la naissance. C'est un mélange de pathologies, ici, SAVI, AGS, Kendall, qui sont donc tous liés à des pathologies d'interférons de type 1. Vous voyez par exemple des pathologies cutanées, une inflammation extrêmement sévère de la peau et qui peut aboutir, comme vous le voyez là sur le malheureux nez de cet enfant, à des lésions de vascularite, d'atteinte des vaisseaux et de nécrose. Des lésions ici, dans le syndrome d'Aicardi-Gouttière, vous voyez une énorme hydrocéphalie où on voit beaucoup plus de ventricules. Donc le noir, c'est du vide, c'est du liquide céphalorachidien, et le cerveau est réduit à une quantité faible, et des calcifications qui sont la marque séquelaire, cicatrice d'une inflammation importante qui s'est produite au sein du cerveau, qui est une caractéristique typique de ce type de pathologie. Ici, dans des images d'imagerie par résonance magnétique, on voit des lésions dans les muscles. Ici, c'est difficile à dire directement, mais ce sont des lésions dans les tissus sous-cutanés, où ici, on voit des lésions osseuses, de destruction osseuse. Dans la maladie SAVI, c'est la maladie qui touche cette molécule-là, c'est-à-dire celle-ci, qui est impliquée donc théoriquement, physiologiquement, pas théoriquement, physiologiquement dans les processus de signalisation impliqués dans la reconnaissance d'ADN double brin, donc, mais la molécule est spontanément active, donc tout se passe comme si les cellules reconnaissaient en permanence de l'ADN dans le cytosol. Donc l'inflammation qui est provoquée, SAVI, ici, par exemple, donne des infiltrats pulmonaires jusqu'à une fibrose pulmonaire. L'inflammation chronique du poumon donne sous forme de cicatrice une fibrose qui handicape gravement la vie de ces personnes et peuvent les tuer. Elles peuvent mourir d'insuffisance respiratoire. Curieusement, peuvent donner, dans d'autres pathologies, un excès de tissu adipeux, qui est ici dans une image, une coupe de l'abdomen, ici les reins, et tout ce qui est blanc-gris, ici, ce sont de l'accumulation de graisse. Donc vous voyez que l'expression clinique est relativement large. On est loin de tout comprendre le lien de cause à effet direct, mais tout ceci est la conséquence de production excessive d'interférons, au niveau de la peau, du cerveau en particulier, ou d'autres organes. Donc vous avez une autre image ici, encore une fois, Yannick Roux vous en parlera plus en détail, qui résume les différentes pathologies. Je vais juste les énumérer, il en parlera tout à l'heure. Donc il y a des maladies où il y a un défaut d'enzymes qui dégradent des acides nucléiques. Donc par exemple ici, des hybrides entre ARN et ADN. Ici, c'est une TREX1, c'est une enzyme qui coupe les extrémités des acides nucléiques. Celle-ci, c'est une enzyme qui régule la disponibilité des nucléotides pour fabriquer de l'ADN. Donc à chaque fois que ces enzymes sont déficientes, il y a accumulation, je me répète, mais c'est le principe, accumulation d'acides nucléiques
acides nucléiques qui vont, si ce sont des ARN, vont être reconnus par les molécules qui sont en amont, qui ne sont pas sur la diapo de MAVS, et si c'est les molécules d'ADN, par cette molécule qui s'appelle SIGAS, et tout ceci converge vers ce qui se passe ici dans le noyau, l'activation des gènes qui codent pour l'interféron, et interféron lui-même qui va agir en produisant un très grand nombre de substances. Donc c'est une physiopathologie très particulière, très bien caractérisée aujourd'hui, et qui permet de montrer que la régulation du catabolisme et de la reconnaissance des acides nucléiques dans nos cellules joue un rôle absolument fondamental dans le contrôle de l'inflammation, en image en miroir du contrôle de l'infection par des virus. Donc il faut un équilibre entre les deux. Il faut être capable de se défendre contre des virus, mais ne pas déclencher de réponse inflammatoire excessive, ce qui se passe encore une fois dans ces maladies rares très sévères. Je vais passer, et ça aussi. Et pour arriver à discuter ce point qui est intéressant, difficile, qui est donc le lien entre auto-inflammation liée à l'interféron. Je viens de vous en montrer des exemples malheureusement assez dramatiques, atteinte cérébrale, cutanée, etc. Et auto-immunité, alors qu'a priori, on a plutôt envie de considérer que ce sont deux entités pathologiques différentes, donc deux mécanismes physiopathologiques différents, donc des phénomènes de contrôle de l'inflammation ou de l'auto-immunité différents, mais les deux se lient. Alors, d'abord, il faut montrer que c'est le cas. Voici une étude parmi d'autres, il y en a d'autres, qui montrent, en l'occurrence, il s'agit de l'étude de l'expression dans les cellules des ARN messagers qui sont dépendants des interférons. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que les interférons induisent la production de centaines de protéines. Donc on peut regarder la quantité d'ARN messagers correspondant à chacun de ces gènes qui sont sous la dépendance des interférons. Et donc ici, chaque ligne correspond à un patient, et chaque colonne, correspond à un patient. Sauf à gauche, ce sont des contrôles, des individus contrôles, et à droite, des patients, mais qui n'ont pas un lupus, mais une maladie articulaire, une arthrite. Et chaque ligne correspond à un de ces gènes. Ils n'y sont pas tous, mais vous avez les noms, enfin, peu importe les détails. Et il y a une échelle d'intensité qui part du bleu, très faible, au rouge, très fort. Donc vous voyez ici, il y a tout un groupe de gènes. Vous voyez schématiquement, il y a beaucoup de rouge pour toutes ces lignes chez des patients qui ont un lupus. Et en l'occurrence, il s'agit de lupus d'une forme un peu particulière, plus rare, des lupus de l'enfant. Ce sont des maladies relativement rares, les lupus de l'enfant, mais c'est une caractéristique qui est retrouvée dans certaines formes de lupus de l'adulte, c'est-à-dire que dans les globules blancs, les leucocytes, extraits du sang d'individus enfants ici qui ont un lupus, on retrouve une expression considérablement augmentée de toute une série de gènes qui sont sous la dépendance de l'interféron. Le jargon médical maintenant, c'est de dire qu'ils ont une signature interféron positive, ça c'est vraiment du jargon, mais ce qui signifie une chose importante, c'est que de façon pathologique, la signalisation induite par les interférons de type 1, alpha, bêta, est excessivement présente. Et ceci donc se rencontre dans les lupus de l'enfant et à peu près la moitié des lupus de l'adulte. Donc c'est une marque, une caractéristique très forte de la maladie lupique, pas de toutes les maladies lupiques. Au passage, cela nous montre que, selon toute certitude, la physiopathologie de cette maladie auto-immune n'est pas unique, puisqu'il y a des formes avec présence d'interférons en grande quantité et conséquences qui sont indiquées ici, et d'autres où ceci ne se produit pas. Mais cela, évidemment, incite à penser que l'interféron de type 1, au-delà des effets inflammatoires qu'on a vus tout à l'heure, indépendants d'auto-anticorps, peut jouer un rôle dans une étape dans la maladie lupique. Production des auto-anticorps, conséquences physiopathologiques de la présence des auto-anticorps, et c'est ça dont on va discuter dans un instant. Incidemment, ceci n'est pas qu'une discussion théorique, parce qu'aujourd'hui, il y a des essais thérapeutiques pour essayer de traiter les maladies lupiques en neutralisant l'interféron, avec des résultats dont on attend un peu plus, mais potentiellement intéressants, donc qui évidemment renforceraient, si les choses sont concluantes, renforcerait le concept que l'interféron joue un rôle important dans certaines formes de maladies lupiques. La difficulté, encore une fois, est de relier pathologie inflammatoire et auto-immune. Alors comment on peut relier les deux? Je vais vous montrer deux schémas pas totalement simples, mais on va essayer. On va prendre le temps, ne vous inquiétez pas. On a ici les cellules principales, les grandes cellules actrices des réponses immunitaires. En bas, on va commencer par tout en bas. Ici, des lymphocytes T, lymphocytes CTL, c'est-à-dire que ce sont des lymphocytes T cytotoxiques, donc qui sont capables de provoquer des lésions, très utiles pour tuer des cellules infectées par les virus, mais s'ils
il tue des cellules qui ne sont pas infectées par des virus, ce n'est pas une bonne idée, et là on entre dans le cadre d'une maladie auto-immune. À droite, vous avez ici une cellule plasmocytaire, en anglais plasma cell, donc ça c'est un lymphocyte B qui a été activé et qui produit des anticorps. Okay, donc la cellule produisant les anticorps, vous avez ici les petits anticorps, lymphocytes T qui font des dégâts. Donc dans le lupus, ce sont des anticorps qui reconnaissent des molécules d'ADN. Il y en a d'autres, mais c'est les principaux. Et ces immuns complexes ont un rôle, on sait qu'ils ont un rôle pathogène très important, notamment au niveau du rein, mais pas exclusivement. Alors après, il y a plein de flèches dans tous les sens, ça se complique. Si on remonte, ici, il y a une cellule très importante qui est la cellule dendritique. La cellule dendritique, je vous rappelle, sont les cellules qui présentent l'antigène. Donc il n'y a pas de réponse immune adaptative. Là, on n'est plus dans l'inflammation, on est dans l'auto-immunité ou l'immunité adaptative en général. C'est pour activer des lymphocytes T et des lymphocytes B, il faut qu'ils aient reconnu un antigène présenté par ces cellules dendritiques. Okay, mais en amont des cellules dendritiques matures, qui sont capables de faire le job, d'activer ces lymphocytes T, ces lymphocytes B, pathologiques ou pas, ça dépend des cas, il y a évidemment les cellules dendritiques qui ne sont pas encore fonctionnelles, mais qui vont être activés essentiellement par des produits de l'immunité innée et qui vont engendrer la réponse immunitaire. Ce qui se passe dans le lupus, mais cause-conséquence, les choses ne sont pas tout à fait claires, c'est qu'il y a une catégorie particulière de cellules dendritiques qui sont ici en haut à droite, PDC, c'est les cellules dendritiques plasmocytoïdes, pardon encore une fois de cette terminologie terrible, mais la cellule dendritique plasmocytoïde, elle a ce nom parce qu'elle a morphologiquement, elle ressemble à un plasmocyte, à cette cellule produisant des anticorps, mais ce n'est pas du tout un lymphocyte B. C'est une catégorie très rare de cellules dendritiques, donc susceptibles de présenter des antigènes, mais surtout qui ont la propriété, lorsqu'elles sont infectées par des virus, ou lorsqu'il y a une infection virale, de produire de grandes quantités d'interférons qui vont agir sur la maturation des cellules dendritiques. Donc, voyez, excusez-moi. Dans le contexte de maladie lupique, sans connaître le primum movens, certains des patients donc, ont une production excessive d'interférons, donc ce qui a pour conséquence cette image que je viens de vous montrer, notamment de ces cellules plasmocytaires dendritiques, et que ceci va augmenter l'acquisition de la maturité des cellules dendritiques à présenter des antigènes, d'activer des lymphocytes T CD8 en bleu, et qui vont devenir cytotoxiques, des cellules CD4 vertes, ici pour l'image, qui vont aider les lymphocytes B à produire des anticorps et aider d'autres cellules à agir, et d'activer in fine les lymphocytes B, en jaune ici, donc à produire ces auto-anticorps. Donc autrement dit, cet excès de production d'interférons, tel qu'on l'observe dans le lupus, mais si vous me posez la question à quoi est dû l'excès de production d'interférons, ma réponse est je ne sais pas, mais en tous les cas, l'excès de production d'interférons, qui est présent dans une fraction importante des patients, déclenche une maturation excessive des cellules présentant d'antigènes qui favorise l'immunopathologie liée aux lymphocytes T et lymphocytes B. En tous les cas, ça c'est la vision. Pardon, je passe par une série d'étapes et ce n'est pas totalement simple. C'est une vision qui date un peu d'10 ans. Vous allez voir que malheureusement ça va se compliquer. Et en tout cas, ça va prendre une autre forme. Mais c'est un schéma possible qui relie interférons et donc auto-inflammation avec auto-immunité. J'insiste là-dessus parce que c'est quand même un mécanisme important de physiopathologie. Et encore une fois, ceci, je l'ai déjà évoqué, peut avoir des conséquences thérapeutiques. Une autre vision des choses, plus récente, finalement elle n'est peut-être pas si compliquée que ça, du lupus et de l'interféron et comment les choses se passent. Physiologiquement, ça, vous voyez ici, c'est un schéma qui résume un travail qui a été publié l'année dernière. Je vais essayer de vous expliquer maintenant. Vous avez ici les lymphocytes B, mais des lymphocytes B qui sont situés dans la rate, dans un endroit précis qui s'appelle la zone marginale qui entoure les follicules lymphoïdes qui contiennent les lymphocytes B classiques et qui entourent aussi la couronne de lymphocytes T qui sont situés autour de... Donc c'est une image en cocarde, on est à l'extérieur de la cocarde. Il y a ces lymphocytes B qui jouent un rôle particulier parce qu'ils produisent les anticorps très rapidement et éventuellement indépendamment de toute activation par les lymphocytes T. Ils produisent notamment des IgM. Donc physiologiquement, donc on est ici dans la zone marginale de la rate et à côté, à droite, c'est les follicules B, donc ce sont les lymphocytes B qui sont prêts à débuter une réponse anticorps s'ils sont activés par des lymphocytes T et l'antigène. Donc si on a une situation, ce qui est typiquement ce qui se passe dans le lupus, où il faut dégrader des corps apoptotiques de cellules. En permanence, des cellules meurent. Elles meurent par apoptose. Donc c'est l'image schématique de cellules en train de mourir par apoptose. Ces cellules, donc les corps apoptotiques, c'est en anglais, apoptotic corpses. Donc physiologiquement, nous avons des macrophages. Donc ici sont des macrophages MZM
qui sont dans la zone marginale, dans la zone anatomique où sont les lymphocytes B. Et ces macrophages ont des récepteurs, toute une série de molécules, qui sont capables donc de reconnaître ces corps apoptotiques. La conséquence, c'est qu'ils vont ensuite les phagocyter et les détruire. Donc une façon de se débarrasser de débris de cellules. Mais dans cette circonstance-là, ce que des chercheurs ont montré récemment, c'est qu'il y avait l'induction d'un facteur de transcription qui s'appelle MKL1, peu importe. Le point intéressant, parce que j'aime bien ce modèle, après jusqu'à quel point il rend compte de ce qui se passe dans le lupus, je ne sais pas, mais c'est un modèle intéressant. Ce facteur de transcription contrôle une molécule membranaire qui s'appelle le récepteur de la lymphotoxine bêta. Lymphotoxine bêta est par ailleurs une molécule qui est impliquée dans des phénomènes de génération des organes lymphoïdes. Mais l'expression de ce récepteur lui permet de se lier à la lymphotoxine, c'est son ligand, dans ce cas-là, exprimé à la surface de lymphocyte B. Et cette interaction, ce qui a été montré dans ce travail qui est schématisé ici, fixe ces lymphocytes B, la zone marginale, là où ils sont. Okay. Donc on a, de façon curieuse, le fait que ces macrophages soient impliqués dans la captation et la dégradation de corps apoptotiques cellulaires fixe des lymphocytes B, la zone marginale, dans la zone marginale, et ils ne bougent pas, ils ne sont pas activés. Dans le lupus, sans connaître la cause initiale, il y a accumulation de corps apoptotiques qui produisent beaucoup d'interférons, par ailleurs, et il y a une situation où l'induction, mais le mécanisme n'est pas connu, c'est une constatation, l'induction de ce facteur de transcription donc qui s'appelle MKL1 ne se fait pas normalement. L'interaction peut-être déjà avec les récepteurs ne se fait pas normalement, ça dépend des cas, mais la conséquence, c'est qu'il n'y a pas une expression satisfaisante du récepteur de la lymphotoxine bêta, et que de ce fait, ces lymphocytes B-là, qui ne sont plus en liaison avec ces macrophages, sont susceptibles de s'activer plus facilement, de migrer dans la zone des follicules, constituer des centres germinatifs producteurs d'anticorps, et ils sont activés par l'interféron alpha, leur voilà, qui est produit par les cellules dendritiques plasmocytaires, dont j'ai déjà parlé, c'était sur l'image précédente, je vous rappelle, on était là, mais donc là on le voit de façon un peu différente. Notamment déjà le fait qu'il y ait déjà eu des anticorps anti-ADN présents qui fixés sur les corps apoptotiques pleins d'ADN. Donc il y a une espèce de double signalisation qui active ces lymphocytes B, qui se détachent, migrent dans la zone des follicules B, s'activent avec des lymphocytes, etc., et s'embarquent dans la production d'anticorps avec éventuellement un cercle vicieux. C'est un modèle, ne considérez pas, là je parle notamment pour les étudiants qui sont dans la salle, n'apprenez pas par cœur l'idée, voilà, c'est l'explication de la physiopathologie du lupus. Mais c'est un modèle qui n'est pas inintéressant parce qu'il essaye donc de concilier deux notions qui étaient a priori loin d'être évidentes à rapprocher sur un plan mécanistique, que sont cet excès de production d'interférons, encore une fois présent chez un grand nombre de patients, situation qui provoque en soi de l'auto-inflammation, et la production des auto-anticorps et la composante auto-immune de cette pathologie. Voilà pour cette affaire. On va parler, je change un tout petit peu de sujet, donc évoquer encore 3 points dans la demi-heure qui nous reste. J'ai peur qu'on n'aille pas au-delà, et donc on n'attaquera pas aujourd'hui le 3e cours, tant pis. Et parler d'inflammation de l'intestin, qui à nouveau d'ailleurs relie l'immunité innée et l'immunité adaptative. Donc on va repartir de pathologies, cette fois-ci fréquentes. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire un tout petit mot. Il y a 2 grandes maladies auto-immunes anti-inflammatoires entre les deux de l'intestin, qui sont la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Ce sont toutes les deux des maladies inflammatoires, avec une inflammation et une accumulation de cellules du système immunitaire, à la fois lymphocytaire, macrophagique. Dans la maladie de Crohn, au niveau de l'iléon, donc l'intestin grêle terminal et le côlon, et dans la rectocolite hémorragique, donc partie plus distale, au niveau du rectum et du côlon gauche. Schématiquement, sont des maladies anatomiquement distinctes, même si elles ont aussi quelques autres points qui vont les distinguer, comme vous allez le voir. Ce sont des maladies relativement fréquentes, qui sont en augmentation dans la population actuellement, et qui touchent, on en reparlera de ce problème d'augmentation dans un des cours futurs, qui est sur un élément de l'auto-immunité qui s'appelle la théorie de l'hygiène, mais je n'en parle pas aujourd'hui. Sachez qu'aujourd'hui, l'ordre de grandeur de fréquence de ces maladies, c'est qu'elles touchent 1 personne sur 1000, ce qui est quand même beaucoup. 1 personne sur 1000 sont des maladies chroniques qui sont empoisonnantes, évidemment, qui provoquent des douleurs abdominales, des saignements, des diarrhées, et parfois associées à d'autres éléments pathologiques. Ce sont des maladies relativement mystérieuses, dont on ne connaît pas bien la physiopathologie, donc si l'immunologie de façon fine permettait d'en comprendre les différents déterminants, et on va voir qu'ils sont a priori complexes, ce serait évidemment une très bonne nouvelle pour les patients, pour les soigner mieux qu'on ne peut le faire aujourd'hui.
Donc ce sont des maladies plurifactorielles, il n'y a pas une cause unique, contrairement aux maladies rares dont j'ai parlé, pour les maladies auto-inflammatoires, où les mutations d'un gène provoquent l'excès d'interféron, l'excès d'interleukine 1. Ici, on a un mélange de facteurs qui sont pour certains génétiques, on va voir un tout petit peu, on en a déjà parlé il y a 3 semaines à propos d'autres maladies, mais aussi des facteurs environnementaux et qui sont liés par ailleurs à la flore intestinale. En 2 mots, vous savez qu'au niveau de notre intestin, nous sommes porteurs d'un très grand nombre de bactéries, entre 10 puissance 13 et 10 puissance 14, avec lesquelles nous vivons en symbiose, qui nous sont très utiles pour toute une série de fonctions. Je ne vais pas aller trop loin aujourd'hui, mais on sait que dans ces maladies, la flore intestinale est modifiée et participe de la pathologie, parce qu'expérimentalement, chez la souris, en transférant les flores, y compris de patients ou de souris atteintes de modèles de maladies inflammatoires digestives, on peut créer la maladie. Donc la pathologie est liée à une mauvaise, in fine, on peut le dire, à une interaction pathologique entre la flore intestinale modifiée et le système immunitaire. Mais qu'est-ce qui cause tout ça n'est pas complètement simple. Si on regarde une série de facteurs de risque, ça c'est juste de l'épidémiologie de base, mais pour situer ces pathologies, colite ulcéreuse, maladie de Crohn, elles ne surviennent pas exactement au même moment, elles ne touchent pas tout à fait les mêmes populations, elles n'ont pas tout à fait le même sexe ratio. De façon intéressante, le fait de fumer est un facteur de risque modeste, mais quand même, de la maladie de Crohn, et curieusement protège un peu contre la rectocolite hémorragique, ce qui montre que ce ne sont pas les mêmes physiopathologies. On peut dire aussi, sur le plan génétique, si on regarde les jumeaux monozygotes, on a déjà évoqué cette question il y a 3 semaines pour d'autres maladies, vous voyez que si un jumeau monozygote a une colite ulcéreuse, le risque que son jumeau l'ait également se situe entre 6 et 18%, disons 10% pour la maladie, la rectocolite hémorragique, est beaucoup plus fort dans la maladie de Crohn, donc un peu plus de facteurs génétiques pour le Crohn. Vous avez les risques de récurrence pour des jumeaux non monozygotes, etc., etc. Et on sait que cette maladie, ça montre un facteur environnemental, elle a un risque multiplié par 3 chez des individus qui ont reçu beaucoup d'antibiotiques dans la petite enfance, qui modifient certainement la flore intestinale. Vous voyez on connaît un certain nombre d'éléments épidémiologiques, mais on a du mal avec tout ça à constituer une physiopathologie. Et si on regarde la génétique, ce sont des études du type de celles dont je vous ai parlé il y a 3 semaines. On étudie des marqueurs du génome et on cherche à voir si tel ou tel marqueur du génome est associé à la maladie. Pour la maladie de Crohn, on a trouvé 163 endroits dans le génome dont la séquence est associée à la maladie. Et ceci, par exemple, dans un travail qui a été fait sur 19 000 cas. Donc, ça correspond à peu près à 200 gènes connus aujourd'hui dont les variations sont associées à la maladie de Crohn, avec des risques, je ne sais pas si vous arrivez à lire, donc chaque petit point correspond à un gène ou à un locus de susceptibilité, ce n'est pas toujours des gènes, mais le facteur de risque, il est au maximum de 4. Donc je répète quelque chose, une notion que j'ai déjà évoquée il y a 3 semaines, c'est le fait que ces facteurs de risque génétiques associés aux maladies inflammatoires ou auto-immunes complexes, mais là donc on parle un peu plus aujourd'hui d'inflammation, sont des facteurs de risque faibles qui, à soi seuls, individuellement, ne peuvent pas rendre compte de la maladie, mais qui nous apportent quelques éléments d'explication. Okay. Mais si on essaye d'analyser ce que représente le poids de la génétique, l'hérédité, dans ces maladies, ça reste assez faible. Ici, toujours pour la maladie de Crohn, le risque génétique rend compte à peu près de 5% du risque de la maladie. Donc il reste 95%. Et si on y ajoute le tabac, là on n'est pas dans la génétique, on est dans l'environnement, le comportement, tabac, le risque lié au fait de fumer de maladie de Crohn, plus les facteurs de susceptibilité génétique, ne rendent compte de 8% du risque. Donc on est loin de tout comprendre. Mais ce sont néanmoins des éléments. Alors avec ça, néanmoins, je vais vous remontrer une diapo que je vous ai montrée l'autre jour pour vous montrer, même si ceci est plus d'une immunité adaptative, on sait, à travers des gènes dont des variants sont associés à la maladie de Crohn, que certains types de lymphocytes T, ici à gauche, donc on a 2 populations de lymphocytes T ici, les lymphocytes T qu'on appelle TH1, qui sont dans leur mécanisme, dans leur fonction effectrice de l'immunité essentiellement liée à la production d'interféron gamma, et à droite, les lymphocytes T qu'on appelle TH17, qui produisent toutes ces cytokines-là, mais surtout les cytokines IL-17 et interleukine 22. Donc, c'est 2 grandes fonctions effectrices des lymphocytes T. Donc, un certain nombre de gènes dont des variations sont associées à la maladie de Crohn, ont un rôle dans l'activation de ces cellules. À chaque fois qu'il y a un nom, les plus importants sont cerclés de rouge. Je ne vais pas entrer dans les détails. C'est juste pour vous dire que génétiquement, en ayant conscience que ça ne rend compte que de 5% du facteur de risque de la maladie, néanmoins, que tout ce qui favorise l'activation, la mise en jeu de ces cellules T effectrices
favorise la survenue d'une maladie de Crohn. Mais ce sont des éléments très indirects. Mais la réalité de ce qu'on sait aujourd'hui, pour réintégrer ça dans l'inflammation, puisque aujourd'hui on parle de maladie inflammatoire, c'est que les choses sont nettement plus compliquées. Donc malheureusement, ça sera difficile d'aller au-delà de ce schéma qui cache beaucoup d'ignorance. Ici au milieu, il y a la cellule cible, ce sont les cellules épithéliales de l'intestin, celles qui sont lésées dans la maladie, qui sont carrément nécrosées, ou qui sont en situation de souffrance, entourées de cellules inflammatoires, donc modifiées dans leur fonctionnement. Donc c'est la cellule cible. Cette cellule cible, donc elle est évidemment en interaction avec les facteurs immunologiques, des facteurs immunologiques qui peuvent être génétiques. Ici, vous avez une liste de gènes donc, dont des variants sont associés à la maladie. Il y en a en fait 200, donc ils n'y sont pas tous là. Mais là, au milieu, ce sont des gènes, entre guillemets, ceux qui nous intéressent aujourd'hui, c'est une façon de parler, ce sont des gènes dont la fonction est associée à l'immunité innée, à l'inflammation, donc aux cellules macrophagiques, aux polynucléaires, ou à des gènes du système immunitaire exprimés dans les cellules épithéliales, mais qui ont un rôle physiologique dans le contrôle d'infections, notamment de la flore microbienne, par exemple. Donc on sait qu'il y a une composante liée à l'immunité innée, à l'inflammation, dont j'ai parlé sous un autre mode au préalable aujourd'hui. Ce sont ces gènes-là. Et puis là, toute cette série de gènes-là, qui est plus longue, qui correspond en partie à ce que je vous ai montré là, mais avec d'autres, qui correspondent à des facteurs génétiques qui vont modifier les réponses immunes au sens large de l'immunité adaptative. Donc il y a des facteurs liés, quand on écrit dysrégulation immunitaire, on cache en grande partie l'ignorance, mais donc sur lesquels il y a une influence génétique des cellules inflammatoires, immunité innée et de l'immunité adaptative, et certainement dans le contrôle de la flore microbienne, donc qui est physiologiquement présente, mais qui n'est pas maintenue quantitativement et qualitativement au niveau où elle devrait être. Et puis, il se rajoute toute une série de facteurs acquis, les antibiotiques, on en a parlé tout à l'heure, le fait de fumer, etc., qui, d'une façon ou d'une autre, sans qu'on sache très bien, modifient soit la flore, soit la physiologie de ces cellules, soit la réponse immunitaire. Donc, cette espèce de losange qui cerne les cellules malades indique un certain nombre de facteurs de risque génétiques et environnementaux qui modifient l'équilibre entre la flore intestinale et les cellules épithéliales. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas capable d'aller plus loin et que l'on s'intéresse sur le plan de l'immunologie au rôle des facteurs de l'immunité innée dans le contrôle de la flore microbienne, au rôle de l'immunité adaptative dans le contrôle de la flore microbienne et de l'interaction entre les deux, on n'est pas capable d'aller beaucoup plus loin. Mais c'est l'état des connaissances aujourd'hui pour cette pathologie. Alors, de façon un peu plus précise, bien qu'un peu plus compliquée, en reprenant le modèle d'une maladie rare, je vais vous montrer d'une autre manière quelque chose que je crois j'ai évoqué déjà à 2 reprises aujourd'hui, c'est que ces systèmes d'immunité innée impliqués dans l'inflammation sont contrôlés. Il y a des voies donc, qui s'activent, qui sont mises en jeu physiologiquement dans un contexte d'une infection bactérienne, virale, etc. Contrôler la flore intestinale, on l'a vu à l'instant. Mais ces systèmes sont contrôlés de telle manière qu'ils ne soient pas mis en jeu de façon excessive ou trop durable et de provoquer les inflammations dont je vous ai évoqué quelques exemples jusqu'ici. Et je vais vous montrer l'exemple que je trouve assez intéressant d'une molécule très particulière qui s'appelle A20, au moins celle-là a un nom simple, qui contrôle toujours la même fonction, mais la fonction associée à toute une série de cellules et dans des contextes différents. Le premier, on peut l'évoquer dans un premier lieu sous un plan de la pure génétique, ce n'est pas le plus intéressant, mais le gène qui code pour la protéine A20 est un locus de susceptibilité, donc un facteur de risque faible, comme ceux qu'on a vus tout à l'heure, pour toute une série de maladies inflammatoires et auto-immunes, arthrite rhumatoïde, arthrite juvénile, donc les pathologies rhumatismales de l'enfant, le lupus, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, les maladies inflammatoires de l'intestin, je ne me souviens plus s'il était dans la liste des gènes, on peut les voir, par curiosité. Est-ce qu'on trouve un 20 là-dedans? Il a un autre nom, hein, donc ça c'est juste ma curiosité personnelle, excusez-moi. Il n'y est pas, donc cette liste n'est pas complète, ça forcément, parce qu'il n'y avait pas 200 gènes. Mais donc ce A20, pardon, il est là. Donc des variants de ce gène sont associés facteurs de risque faibles, maladie inflammatoire de l'intestin et encore la maladie cœliaque, donc l'intolérance au gluten, les vrais, pas celle imagée des gens qui croient qu'il ne faut pas manger de gluten, c'est autre chose. Psoriasis, maladie de la peau, on en a dit un mot, diabète de type 1. Et tous ces variants, encore une fois, sont des risques faibles, sont associés à une petite diminution de l'expression de la molécule. Donc si cette protéine n'est pas exprimée tout à fait à son niveau normal, on a un facteur de risque de maladie auto-immune ou inflammatoire. Donc ça vaut la peine de s'intéresser à cette molécule et de comprendre ce qui se passe. Alors il y a des nouvelles qui ont été publiées récemment, que je vais évoquer, qui permettent, en association avec toute une série de travaux, de comprendre à peu près à quoi sert cette molécule. Vous allez voir qu'elle joue un rôle central
de contrôle d'une voie biologique précise dans les réponses immunes, à la fois inflammatoire innée et immune adaptative. Et on peut déjà le voir tout de suite, c'est que cette molécule A20, qui est exprimée de façon très ubiquitaire, à peu près dans tous les tissus, elle intervient, si on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, au niveau des lymphocytes B, des cellules dendritiques, donc les cellules qui présentent les antigènes, au niveau des cellules épithéliales, notamment de l'intestin, la cellule de la peau, système nerveux central, macrophages, et encore il manque ici les lymphocytes T. Et donc on peut reconnaître des cellules cibles susceptibles d'être impliquées dans les pathologies inflammatoires. Évidemment, cellules épithéliales de l'intestin et maladies inflammatoires de l'intestin, en anglais IBD, Inflammatory Bowel Disease, lupus entre les lymphocytes B et les cellules dendritiques, polyarthrite avec notamment les macrophages. Donc on sait que cette protéine est impliquée dans le contrôle des réponses immunes. On va voir plus en détail dans un instant, parce que pour l'instant ça reste très, très, très phénoménologique flou, de toutes ces cellules. Donc, comme vous allez le voir, et je pense de vous en convaincre, cette molécule joue un rôle dans l'homéostasie du système immunitaire, dans de très nombreuses lignées cellulaires, les cellules typiques du système immunitaire, cellules présentant antigènes, macrophages B, mais aussi les épithéliales, qui rappellent à nouveau que le système immunitaire, ce ne sont pas que les cellules d'origine de la moelle osseuse, d'origine du sang. Et information importante, si on inactive ce gène chez la souris, ces souris meurent très rapidement d'une pathologie inflammatoire multiple, multi-organes, extrêmement sévère. OK. Donc ça indique que cette molécule sert à quelque chose. Donc pour avancer de façon un peu plus précise, je vais, avant d'arriver aux détails biologiques, évoquer un travail qui a été publié il y a quelques semaines, qui est très intéressant, même s'il est dramatique pour les malades. C'est à nouveau le modèle que j'aime bien, bon, c'est ma façon de travailler personnelle, mais c'est d'analyser le rôle d'un facteur biologique, en l'occurrence du système immunitaire, à travers une maladie rare chez l'homme. Donc il a été décrit il y a peu de temps par des équipes d'Amérique du Nord dans quelques familles, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 malades qui ont une mutation qui touche un des deux allèles, donc c'est un déficit très partiel, puisqu'un allèle fonctionne normalement, l'autre allèle est muté et fait que la protéine n'est pas normalement présente. Donc, schématiquement, ces individus, des 4 familles, 5 familles, ont une situation où ils ont la moitié de la normale de la protéine A20, schématiquement, donc la moitié de la fonction. C'est un tout petit peu schématique. Et vous pouvez voir incidemment que c'est une maladie dominante. Par exemple, si on prend la famille numéro 5, la mère est atteinte et sa fille est atteinte. Si on prend, c'est encore plus flagrant dans la famille 2, la grand-mère maternelle ici est atteinte, la mère est atteinte, la fille est atteinte, mais il se trouve qu'il y a beaucoup de femmes atteintes, mais il n'y a pas de relation homme-femme, il y a ici des 2 hommes ici par exemple. Donc ces infortunées personnes ont des mutations du gène qui code pour cette protéine qui s'appelle A20, on va revenir sur sa fonction après, et de fait, si on regarde dans les globules blancs de ces individus, on trouve moins, si on élimine avec des anticorps, sur des gels électrophorèses, on précipite cette protéine, on en trouve moins, avec les bandes grises sont beaucoup moins fortes que chez des contrôles ici. Donc il y a un défaut d'expression qui est lié à des mutations, on va parler en détail. Et ces malheureux patients ont des pathologies inflammatoires sévères. Ils ont par exemple, c'est un fond d'œil, une atteinte sévère de la rétine, une atteinte des vaisseaux, ce sont les vaisseaux qui sont inflammatoires, qui vont entraîner une nécrose et un décollement de la rétine, des ulcérations de la bouche par exemple, ou aussi des ulcérations génitales, des abcès inflammatoires mais non infectieux au niveau de la peau, et aussi il n'y a pas d'image, mais des atteintes articulaires. Donc c'est une maladie inflammatoire, et aussi auto-immune, à vrai dire, on va y revenir, polyviscérale, qui est provoquée par l'absence la diminution à peu près d'un facteur 2 de cette protéine A20. Donc à l'évidence, cette protéine a un rôle très important, et ça va permettre d'arriver au point intéressant, c'est à quoi sert cette protéine? Comment se fait-il qu'un déficit même partiel de cette protéine ait de telles conséquences dramatiques, et que chez la souris, un déficit complet provoque une maladie tellement sévère d'inflammation en période néonatale qu'elle soit mortelle. Donc, en fait, cette protéine contrôle un facteur de transcription, je vous ai parlé, je crois, au moins à 2 reprises cet après-midi, qui s'appelle NF-κB, qui est donc, en fait, un facteur schématiquement composé de 2 protéines, qui, lorsqu'il est activé dans le cytosol, dans le cytoplasme, est modifié, va pénétrer dans le noyau et activer toute une série de gènes, et en l'occurrence de gènes qui codent pour des protéines inflammatoires. Donc en fait, cette molécule A20, on va le revoir sur un schéma dans un instant, est un élément de contrôle qui limite l'activation du facteur NF-κB, qui contrôle le niveau
de quantité de molécules NF-κB capables de migrer dans le noyau et d'activer des facteurs inflammatoires. Donc ceci vous démontre simplement que si on regarde les mutations, tous ces nombres et ces lettres correspondent aux mutations du gène A20 chez les patients, et on regarde dans des cellules qui expriment ces mutations le niveau d'activation de NF-κB, excusez-moi, en utilisant un gène artificiel où on regarde en fait une substance colorée et ça facilite la lecture. Eh bien, on s'aperçoit que par rapport à une situation sauvage ou en l'absence d'activation, situation sauvage, c'est une situation normale, pardon, c'est le terme des généticiens classiques, wild type, situation sauvage, mais donc normale, chez un individu normal qui a une protéine A20 en quantité et en qualité normale, et en l'absence d'activation, il n'y a aucune activation secondaire qui se passe du système NF-κB. Et alors que lorsque sont exprimées les protéines mutées, donc il faut qu'elles soient exprimées en moins grande quantité, NF-κB spontanément est actif. Donc c'est une façon directe de montrer que les mutations qui résultent dans ces produits anormaux provoquent une activation excessive, ne contrôlent pas correctement le système NF-κB. La conséquence, si on dose toute une série de substances inflammatoires, ici dans le sérum des malades, donc dans le sang, l'interleukine 1, on en a déjà parlé, le TNF, une autre cytokine, des facteurs qui sont secondaires à l'interféron, comme l'interféron gamma qui s'appelle IP10, IL-17, donc une autre cytokine produite par les lymphocytes TH17. Donc à la fois on a des cytokines ici produites par les macrophages, par les lymphocytes T, l'IL-9, encore une autre, l'interféron gamma, lymphocyte T, IL-6, IL-18. Et donc on regarde des sujets sains et des patients, vous voyez que pour chacune de ces cytokines, il y a un excès. Donc en permanence, ou très fréquemment, ces patients produisent un excès de cytokines, mais ce sont aussi bien les cellules d'immunité innée, donc l'inflammation schématiquement, que les lymphocytes qui sont pathologiques et qui produisent cet excès de cytokines, parce que la voie NF-κB n'est pas correctement contrôlée. Donc ce schéma est compliqué, mais en fait il est moins compliqué qu'il en a l'air, et il explique tout ce que je viens de vous raconter, et ce qu'on comprend aujourd'hui, et qui montre le caractère essentiel de cette protéine A20. Donc cette protéine A20, elle interagit à chaque fois que cette voie NF-κB est impliquée en aval d'un système de signalisation. Donc on peut les passer en revue, et on va retrouver un certain nombre de molécules dont je vous ai parlé aujourd'hui, pas de toutes naturellement. On va commencer ici, par exemple. Nous sommes en cytosol, et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. RIG-I, MDA5, ce sont des récepteurs pour des acides nucléiques ARN dans le cytosol qui sont mis en jeu en contexte de pathologie infectieuse lorsqu'il y a une infection virale par des ARN. Donc l'activation de ces récepteurs par la présence d'ARN, donc encore une fois en situation infectieuse d'une infection virale, va provoquer l'activation du système NF-κB via un complexe moléculaire qui s'appelle NEMO, IKK1, IKK2. Et A20 régule en fait ces petits éléments, ces petits bâtonnets ou hélices bleues, qui sont ce qu'on appelle l'addition d'ubiquitine sur des protéines. Et il y a deux formes d'ubiquitination, donc c'est une modification de protéines. Et cette forme d'ubiquitination linéaire, et que ça fait des chaînes, est nécessaire à l'activation de ce système. Donc A20 vient couper ces chaînes. En fait, c'est aussi une forme d'ubiquitination, mais c'est une ubiquitination de dégradation. C'est compliqué parce qu'il y a des choix à la fois d'activation et de dégradation. Mais on peut retenir les choses peut-être d'une façon plus simple en disant que A20 vient couper ces éléments bleus fixés sur ces protéines qui sont nécessaires à l'activation de ce complexe et qui, in fine, provoquent l'activation de NF-κB. Donc c'est vrai, excusez-moi, c'est vrai pour les récepteurs cytosoliques aux ARN, donc qui fonctionnent de façon excessive. On l'a vu tout à l'heure qu'en soi, cela provoquait des maladies inflammatoires avec une production excessive d'interféron alpha. Ici, nous sommes dans le contexte des lymphocytes T. Lorsqu'on active un lymphocyte T par son récepteur, TCR ici, via une série de molécules, qui ont ces noms charmants, Karma1, BCL10, MALT1, pareil, le même complexe NEMO, IKK1, IKK2 est activé et va permettre le clivage des facteurs de transcription NF-κB qui migrent dans le noyau, même histoire. Sauf que ce n'est pas tout à fait les mêmes gènes qui sont cibles. Donc à nouveau, au niveau des lymphocytes T, si A20 est déficient, le système est excessivement fonctionnel. On peut continuer. NOD, on en a parlé tout à l'heure, récepteur cytosolique qui permet de reconnaître donc, des produits microbiens. Il fonctionne à travers NF-κB, et donc si A20 est déficient, il fonctionne de façon excessive. On continue. L'IL-17, une cytokine qui est produite par les lymphocytes T, qui a des récepteurs sur les cellules épithéliales, même activation donc, via NF-κB. Donc si c'est excessif, il y aura un excès de signalisation.
Je continue avec le TNF, même histoire, je n'entre pas dans les détails. Et ici, avec les récepteurs TLR, dont je vous ai dit un mot au tout début, pardon, je vais y arriver. Autrement dit, si on a fait la boucle, on s'aperçoit que cette molécule A20 est une molécule essentielle, puisqu'elle contrôle le niveau d'activation du système NF-κB, qui est finalement utilisé par beaucoup des voies de signalisation de l'immunité innée, mais aussi l'immunité adaptative, lymphocyte T, cytokine, immunité adaptative. Et donc, cette molécule A20 contrôle le système. Et donc, la pathologie humaine rare, dont je viens de vous parler, dramatique, on rend compte de l'importance de cette molécule. On peut en rendre compte aussi par les modèles murins. Et on comprend aussi que des petites variations qui ont des effets beaucoup plus modestes, mais d'expression de cette molécule, soient des facteurs de risque de maladies auto-immunes et inflammatoires à travers la fonction très large sur un très grand nombre de voies de signalisation du système immunitaire. Donc c'est un assez joli modèle permettant d'appréhender certains des aspects de la régulation du niveau des réponses immunes, donc de l'inflammation, donc de l'immunopathologie et de l'auto-immunité. Voilà, j'en ai presque terminé pour aujourd'hui. On va terminer par un tout petit mot en revenant sur les récepteurs aux acides nucléiques dans le cytosol pour vous montrer un des éléments qui est une question permanente et très intéressante de l'immunologie, c'est comment nous distinguons le soi du non-soi. Parce qu'en permanence, on essaye, notre système immunitaire a évolué sous la pression des pathogènes pour reconnaître le non-soi et épargner de s'activer en présence de protéines du soi. Et on peut l'illustrer par les ARN. Il y a les ARN du soi, nos cellules sont bourrées d'ARN, et les ARN du non-soi sont les ARN viraux. Donc, je vous remontre ici ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Il y a des récepteurs pour des ARN dans les endosomes, donc qui proviennent d'endocytose de produits extérieurs, donc qui peuvent être des virus, naturellement. Et puis, il y a des récepteurs dans le cytosol pour les ARN que sont les RLR. Donc, on peut se poser la question, comment nos cellules distinguent les ARN viraux des ARN endogènes, ne réagissent pas physiologiquement aux ARN endogènes. S'ils réagissent, on a vu que ça provoquait des pathologies auto-inflammatoires sévères avec production d'interférons, alors qu'on a très envie que nos cellules réagissent aux ARN viraux et nous évite que nous soyons contaminés de façon durable et ayant une infection sévère par des ARN virus. Comment on distingue les deux? Donc on a des éléments d'explication qui sont liés au lieu de localisation de l'ARN et à la structure de l'ARN. J'y ai déjà fait allusion tout à l'heure. Je vais vous montrer un exemple. Pour certains types d'ARN, s'il est dans le cytosol, cela ne provoque aucune réaction. Et si le même ARN est dans un endosome, a été endocyté, il va provoquer une réponse inflammatoire à la production d'interféron alpha. Donc ça veut dire que c'est la localisation de l'ARN, non pas sa structure dans le cas présent, qui définit réponse ou pas réponse. Donc le principe étant qu'a priori, pour ce type d'ARN, je vais vous montrer la donnée expérimentale dans un instant, c'est le fait qu'une cellule a endocyté des particules virales dans ses endosomes qui va déclencher la réponse immunitaire. Et si d'aventure cet ARN se trouvait dans le cytosol, mais c'est le cas des ARN messagers, d'un grand nombre d'ARN physiologiques qui ne provoquent pas de dégâts. Et après, on verra le deuxième exemple. Voici le cas que je vais vous illustrer sur le plan expérimental. Vous avez une cellule, schématiquement, un endosome donc. Et prenons l'exemple du virus de la grippe. Chacun connaît le virus de la grippe. Le virus de la grippe, il est composé d'un ARN simple brun, un brin d'ARN. Ce simple brin d'ARN, il est reconnu par un des récepteurs de famille d'immunité innée dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle le Toll-like récepteur 7. Donc le Toll-like récepteur 7, qui est transmembranaire, il est accroché dans la membrane de l'endosome. Il n'est pas ailleurs, il n'est pas dans le cytosol. Donc si une cellule endocyte du virus de la grippe, et donc l'ARN du virus de la grippe, ça va déclencher une réponse immune, la production d'interférons qui nous est utile pour nous défendre contre l'infection par le virus de la grippe. Mais si un ARN simple brun, le même virus de la grippe, mais aussi ARN endogène, est présent dans le cytosol, il ne se passe rien, parce que TLR7 n'est pas présent dans le cytosol. Okay. Donc c'est une manière, au moins pour certains ARN, de distinguer le soi du non-soi, physiologiquement. On peut le montrer expérimentalement, c'est un travail de chercheur très astucieux qui est portugais et qui travaille à Londres, qui s'appelle Caetano Reis et Souza, qui est un très grand immunologiste, un travail qui date d'il y a quelques années, 2004, comme vous pouvez voir ici. Donc, expérience simple, si on met des cellules macrophagiques en présence de virus de la grippe, il y a une production d'interférons, et on peut le reproduire avec des ARN simples brins synthétiques qui sont endocytés dans ces endosomes.
Et on peut montrer que cette production d'interférons, elle est complètement dépendante de TLR7, parce que si on fait l'expérience avec des cellules de souris, c'est la souris, dont on a inactivé le gène qui code pour TLR7, donc ce sont des colonnes blanches, vous voyez que la production d'interférons, il n'y en a plus. Donc on voit que c'est tout à fait clair que cet ARN simple brun ne peut induire une production d'interférons qu'à travers l'activation de TLR7, dont je vous rappelle qu'il est dans les entosomes et pas le cytosol. Donc c'est la localisation de l'ARN au sein de la cellule qui est déterminante, qui déclenche la réponse immune anti-infectieuse et heureusement nous permet d'éviter une réponse immune en permanence contre nos ARN qui sont dans le cytosol. Mais néanmoins, il y a des ARN pathologiques dans le cytosol. Et on revient, je termine avec ça, à des molécules dont je vous ai déjà parlé, qui sont cette fois-ci RIG-I et MDA5. Donc je vous le rappelle qu'ils sont des récepteurs pour les ARN situés dans le cytosol, différents de TLR7, et qui reconnaissent, donc celui-là, il reconnaît les ARN double brun, donc ce n'est pas le virus de la grippe, d'autres types de virus, et on a peu d'ARN double brun physiologiquement, l'homme ne fait pas, dans le cytosol, nous n'avons pas des ARN double brun, et celui-là reconnaît les ARN simple brun, donc problème potentiellement, puisqu'il y a physiologiquement des ARN simple brun, des ARN messagers par exemple, ARN de transfert, etc., dans notre cytosol, mais vous allez voir dans un instant que ce récepteur n'est mis en jeu et ne produit l'interféron que si cet ARN, je l'ai déjà évoqué au tout début du cours aujourd'hui, contient sa partie 5' initiale 2 ou 3 phosphates. Et notre ARN humain, mammifère, n'a pas 2 ou 3 phosphates, par contre les ARN viraux ont 2 ou 3 phosphates. Je vais vous illustrer ça ici. Vous avez, ce sont des modèles un peu synthétiques, mais plus AS, ça permet la constitution, c'est de l'ARN simple brun, mais auquel on ajoute un oligonucléotide antisens AS, donc ça fait des doubles brins. Et vous avez ici l'équivalent de la production d'interférons dans des cellules où le récepteur, je vais vous le montrer, sont les molécules dont je viens de vous parler. S'il y a un seul phosphate 5'P, pas de réponse. S'il y a 5' diphosphate, il y a une réponse à l'ARN double brun. Triphosphate, elle est encore plus forte. Okay, donc ça, c'est la situation des ARN endogènes des cellules. Ça, c'est la situation des ARN viraux. Par exemple, les réovirus sont dans cette situation. Et on peut montrer que ceci dépend de RIG-I, parce que si on fait l'expérience dans des cellules qui n'expriment pas RIG-I, la réponse, elle n'existe plus. Et à contrario, donc dans des cellules où il n'y a pas RIG-I, ou bien il manque la molécule qui est juste en dessous de RIG-I dans la signalisation, qui s'appelle MAVS, le titre viral est énorme. Donc il n'y a pas de contrôle de l'infection virale. Okay, donc ici, la discrimination soit-non-soit, elle est liée au fait que les ARN de virus de type ARN double brun expriment à leur extrémité des radicaux phosphates qui ne sont pas présents sur les ARN des mammifères. Donc vous voyez, il y a deux systèmes que je viens d'évoquer l'un après l'autre, qui sont résumés ici, qui distinguent le soi du non-soi dans la capacité de reconnaître des acides nucléiques et de déclencher ou pas une maladie inflammatoire. C'est la chimie, la présence des di- ou triphosphates à l'extrémité de l'ARN qui fait qu'ils sont reconnus par la molécule RIG-I et la production d'interférons. Donc cela déclenche une réponse anti-infectieuse souhaitée. Et puis donc l'autre point, c'est la même diapositive que tout à l'heure, qui est là pour les ARN simples bruns, cette fois-ci, la localisation cytosolique, pas de réponse, localisation endosomale, réponse. Néanmoins, ces systèmes peuvent être subvertis s'il y a une localisation aberrante des acides nucléiques. Donc si des acides nucléiques humains, nos propres acides nucléiques, sont capables d'être présents dans des endosomes, une réponse va se faire. Peut-être ce qui se passe dans certaines formes de lupus, par exemple. Donc ces systèmes nous protègent, mais pas complètement. Voilà, je vais m'arrêter là. Il est largement temps. Juste pour dire que vous allez avoir dans 2 minutes un exposé de Yannick Rowe, qui est un chercheur d'origine britannique, qui travaille maintenant à Paris, à l'hôpital Necker, à l'Institut des maladies génétiques. C'est un professeur de génétique qui est à la fois un neurologue, un généticien, un immunologiste. C'est toujours intéressant, les gens qui ont des triples compétences, ce n'est pas tous les jours, et qui a décrit donc, ces pathologies qui résultent d'une production massive, excessive d'interférons alpha de type 1 et bêta, interférons de type 1, et qui permettent d'appréhender des mécanismes inflammatoires et aussi une pathologie très très sévère dont vous allez entendre parler dans quelques minutes. Je vous remercie.